Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Le retour de votre podcast préféré 100% Collège Football. Donc on a eu une petite absence de 2 semaines de ma faute, évidemment, je le précise. Je suis actuellement au Texas, donc pour ces 2 premières semaines, j'ai pas mal bougé au niveau du Texas, donc c'était un petit peu compliqué de trouver un peu de temps pour pouvoir vous enregistrer ça. Là, je suis encore à Austin pendant une vingtaine de jours, donc on va pouvoir continuer donc à vous parler du college football et surtout de l'actualité autour de ça. On garde le même sommaire que d'habitude pour la week 11. Donc, on va vous faire le récap avec nos coups de cœur et nos coups de bambou. Et donc, pour cette deuxième partie, on va continuer avec les previews de la prochaine week, qui est la week 12. Mais avant d'entamer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter du coup les mêmes personnes qui m'accompagnent depuis le début. Le premier, c'est mon ami Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas ? Salut, ça va? On a passé un week-end tranquille sans Texas qui joue, donc on a pu regarder d'autres matchs sereinement et sans avoir trop peur du niveau de jeu. Exactement. Et le second, donc, c'est Rosu. Salut Rosu, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Content de voir cette longue absence. Et moi aussi, j'ai eu un petit week-end tranquille avec South Carolina qui n'a pas pu me dépiter ce week-end. Donc, tout va bien, prêt pour une nouvelle semaine. Ça va faire du bien donc pour nous tous de pouvoir parler librement du collège football sans avoir la pression au-dessus des épaules de nos équipes respectives. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet, on va commencer par toi Bertrand, si tu peux nous parler de ton coup de cœur. Eh bien, moi, le coup de cœur, ça va être plutôt un drive. On va dire le dernier drive de Indiana contre Penn State qui leur a permis de garder. Et puis alors c'est pas vraiment une révélation parce que depuis le début de la saison, on en parle plutôt pas mal, mais du quarterback Fernando Mendoza qui fait une sacrée saison et qui là nous a fait une démonstration de sang-froid, de précision. Pour rappel, donc Indiana était mené 24-20 à moins de 2 minutes de la fin, pas de temps mort. Il jouait sur la pelouse de Penn State où on sait que c'est quand même un stade hyper hostile, hyper bruyant. Et là, il nous fait un drive de folie, conclu par un catch de folie avec le mini orteil qui finit pour valider la réception. Tout ça pour gagner le match. C'était une victoire 27-24. C'est le college football que moi j'adore. On avait l'impression que Penn State revenait de l'enfer et puis allait finir ce match tranquille. Il nous a fait un drive de 87 yards, vraiment avec des passes millimétrées dans un tempo incroyable. Même s'il prend un gros sac quasiment dès le début du drive, ils sont en 2e et 17. On sent qu'il n'a pas de panique. Et là, très franchement, je pense qu'il a marqué des points dans la course, surtout pour la draft l'année prochaine, s'il se présente. Mais c'était surtout que la classe QB cette année est un petit peu décevante. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais c'est vrai que là, c'était ce drive de fin. J'invite tout le monde, ceux qui ne l'ont pas vu, on peut le trouver très facilement sur Internet. Allez le voir. C'est du football spectaculaire. C'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment le college football comme on l'aime. Puis alors, c'était d'une précision. Là, on voit que les professionnels, que les universitaires, les étudiants ont pas grand-chose à envier à la NFL, notamment sur ce drive-là. Pour aller mettre une clim à Penn State qui se voyait déjà vainqueur, pour moi, c'était incroyable. Cette fin de match a été littéralement incroyable. On est tout à fait d'accord. On en a déjà parlé pas mal de Indiana. Pour rappel, je me souviens pas si tu l'as précisé, mais du coup, ils sont toujours invaincus, toujours en 10-0. Il leur reste 2 matchs qui sont tout à fait prenables face au Wisconsin et à Purdue. Est-ce que tu penses qu'ils vont aller chercher la saison parfaite ou non ? Parfaite, c'est compliqué à dire parce que comme on voit contre un non classé entre guillemets, ils peuvent avoir des difficultés. Après, leurs 2 derniers matchs, c'est Wisconsin et Purdue. Bon, Wisconsin qui fait une bonne saison. Purdue, je pense que c'est largement à leur portée.
Ils sont capables, hein. Enfin, sur le papier, il n'y a rien qui devrait les empêcher de battre Wisconsin et Purdue. Donc, ils peuvent finir la saison à 12-0, je pense, assez facilement. Après, bon, aller chercher une finale de Big Ten contre Ohio State, je pense qu'on a clairement l'affiche de la finale de la Big Ten, hein, entre Indiana et Ohio State. Ouais, franchement, je suis surpris de leur niveau. Mendoza, il régale, hein, très franchement, il régale. Là, cette année, il n'y a rien à dire. Il est en train de faire une saison limite Iceman, hein. Enfin, Tout à fait. on n'est pas loin d'en parler aussi de plus en plus. Il se démarque. Puis là, le dernier drive, vraiment, l'a posé un peu en haut de tout le monde, en haut de tout le monde ce week-end. Franchement, c'est largement à leur portée. Voilà, faut pas qu'ils prennent trop la confiance. Là, je pense qu'ils se sont fait un peu peur contre Penn State. Ils les ont pris un peu de haut parce que Penn State vit quand même une saison de l'enfer depuis le début de l'année. Et là, ils se sont fait un peu peur. Donc, bon, et en plus, ils jouent à domicile, hein, contre Wisconsin. Donc, c'est le match, entre guillemets, le plus difficile de leurs 2 derniers matchs. Ouais, ils sont capables. C'est largement capable. Je les vois très facilement aller chercher la saison parfaite. Petite question pour toi, Rosu. Est-ce que tu penses que c'est une équipe qui peut être surprise en playoff ou alors quand ça va commencer à jouer les gros, ça va être un peu plus compliqué pour eux? Moi, j'ai regardé ce match-là justement et je vous encourage à regarder même tout le 4e quart-temps parce que franchement, c'était une super fin de match de façon générale. Penn State, donc changer de coach, etc. Je trouve qu'ils étaient pas mal. Ils ont mis une bonne opposition. Et Indiana, je voulais un peu voir ce que ça faisait au-delà du record de 10-0, ce que ça donnait vraiment. Et du coup, je pense que c'était pas dingue, Indiana. Par contre, je trouve que ce qu'on voyait vraiment dans ce match, c'était que c'était une équipe qui avait un gros collectif. Vraiment, ça joue bien pour les uns, pour les autres. Dans les réactions et tout ça, ça se notait bien. Donc voilà, je pense qu'il y a des équipes qui s'en sortent plus par leurs individualités. Et Indiana, c'est vraiment une équipe qui s'en sort plus par son collectif. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc je pense qu'à moins que tu leur mettes une pilule d'entrée, ils seront durs à battre parce qu'ils ont le mental en fait. Voilà, donc ouais, j'ai bien aimé ce match-là. Et quant à Mendoza, effectivement, lui aussi, hein, c'est vrai comme vous disiez, je pense qu'il a bien assuré son statut pour la draft et même pour le Iceman avec cette fin de match-là, parce qu'ils n'étaient pas bien. Hein. Et ouais, donc il a bien géré. Surtout, comme on l'a dit, les autres, ils sont un peu partis en cacahuète pendant la saison. Et comme on n'a pas spécialement d'endroit pour le placer, à noter quand même que durant cette semaine-là, Nussmeier qui a été bench, DJ Lagway qui a été bench aussi. Ouais. Donc ouais, heureusement que nos amis respectifs n'ont pas joué parce que c'était la semaine des bench. Ça aurait pu arriver. donc ouais, je pense que lui, il a vraiment renforcé son statut et puis en plus même une attitude, les yeux qu'il avait, etc. quand c'était dans le dur. Voilà, je pense que ça a été bien apprécié par le monde du football, à mon avis. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a une belle danse entre les différents QB. Là, chaque week, il y en a qui gagnent des points, il y en a qui en perdent, sans compter ceux qui sont déjà loin et qui étaient attendus. Je pense qu'il se replace plutôt bien, Mendoza, avec en plus 2 matchs tout à fait prenables pour finir la saison. On verra ce que ça donne du coup pour la course là. Je pense que ce serait intéressant pour nous, peut-être juste avant les playoffs, de faire un petit podcast pour voir un peu notre top 10 ou le classement actualisé des QB. Avant les playoffs, après les playoffs, on verra comment on peut alimenter ça. Du coup, Roger, est-ce que tu peux embrayer tout de suite sur ton coup de bambou? Mon coup de bambou, c'était un coup de bambou un peu tiré par les cheveux, on va dire, mais mon coup de bambou, c'était BYU. Pourquoi BYU? Parce que BYU, ils étaient invaincus jusqu'à ce week-end et on les voyait bien faire quelque chose d'intéressant dans la Big 12 qui vont
aura une équipe qualifiée en play-off, mais peut-être pas forcément en 2, compte tenu du niveau global de la Big 12. Et là, c'était le gros match, un peu la finale avant la lettre, on va dire, entre le BYU, donc qui se déplaçait à Texas Tech. Et voilà, malheureusement, BYU, ils se sont fait bouffer complètement. Ils ont mis leur touchdown dans le 4e quart-temps, mais sinon, ils n'avaient rien mis avant ça. Pendant que Texas Tech, avec Morton, ça jouait toujours plutôt bien. Voilà, une attaque qui est assez simple, mais qui fait le job, comme toute la saison, à part la petite défaite qu'ils ont eue. Je ne sais plus contre qui c'était, mais il me semble que je l'avais mis en coup de bambou déjà à l'époque. Donc ouais, dommage pour BYU, qui je pense rate la marche là. Franchement, le QB Backmeyer que j'avais mis en coup de cœur récemment, fait un match à peu près correct, mais on a une interception. C'est un touchdown. Mais bon, voilà, 38 passes, ça commence à faire déjà quand même. Donc, ils ont couru un peu après le score, beaucoup même après le score, tout le match. Et je pense que pour leur place en playoff, s'ils n'arrivent pas à être champions de Big 12, ça va être compliqué compte tenu qu'ils ont perdu contre un peu le rival pour la place. Donc, tout à fait. Et donc, la défaite de Texas Tech, pour passer, c'était Arizona State. 26-22, donc tout juste. Et c'est vrai que mais je crois que Texas Tech aussi, ils ont perdu quand leur quarterback Beren Morton n'était pas là. Ouais. Oui, aussi. Même si le freshman qui l'avait remplacé, d'ailleurs, il est pas mal du tout. Mais bon, ça rentre quand même un peu à leur crédit en disant que voilà, le seul match qu'ils ont perdu, s'ils n'avaient pas leur occupé. Donc ça met un peu de baume sur ça, alors que BYU, par contre, non. Mais c'est vrai que je suis très déçu par leur match parce qu'on l'avait précisé, on s'entendait quand même à un plus beau duel. Et je trouve qu'ils n'ont pas été au rendez-vous. Ils ont eu beaucoup de mal à être dangereux dans ce match. Après, comme une des équipes que je vais citer aussi par la suite, je trouve que Texas Tech, ils ont une sacrée D-line, ils mettent une sacrée pression sur le QB. Franchement, c'est impressionnant. Je pense qu'on aime bien ça au Texas, mettre la pression sur les QB adverses. Mais j'étais très déçu de ce match. Je l'avais regardé justement avant le match que je vais citer après, mais assez déçu quand même. Je ne sais pas si Bertrand, tu veux ajouter quelque chose sur cette rencontre ou pas? Oui, moi aussi, alors j'ai regardé que les highlights pour la peine, parce que voilà, Texas Tech, c'est pas une équipe que je porte particulièrement dans mon cœur. On peut noter quand même qu'il y a eu un record de l'université pendant le match. C'est le kicker qui a inscrit 5 field goals pendant le match. Bon, c'est pour donner un petit peu le degré de finition qui a un petit peu pêché pour les Red Raiders. Un peu déçu pour BYU, effectivement, mais bon, après, voilà, faut dire que le freshman, enfin le QB, c'est quoi? C'est Beer Backmeyer, je crois. Voilà, ça reste un freshman, alors il a accumulé des erreurs. Et du coup, ça a offert à Texas Tech la possibilité de les exploiter correctement. Voilà, je pense que logiquement, la Texas Tech s'envole gentiment vers la finale de la Big 12 et potentiellement on les retrouvera en college football playoff, sauf si vraiment il y a une grosse dégringolade sur les 2 derniers matchs. Mais je pense que là, c'est en train de se dessiner. Voilà, vu le niveau de la Big 12 cette année, je pense qu'on a on a notre finaliste et puis notre prétendant au college football pour la Big 12 en tout cas. Mais ouais, c'était pas un match dingue à regarder, très franchement. Ouais. C'était très défensif, mais voilà, pas très spectaculaire. C'était solide, c'était méthodique, mais pas très spectaculaire. Donc pour préciser, Texas Tech, il leur reste donc UCF et West Virginia, qui sont également 2 matchs potentiellement à leur portée. Et petite précision un peu anecdotique, mais il y avait Patrick Mahomes, qui est donc un ancien joueur de Texas Tech, qui était présent au match samedi. Je crois que c'était samedi le match. C'est toujours mieux que Taylor Swift. Ouais, c'est clair. On est d'accord là-dessus. Elle était belle celle-là. Donc pour enchaîner, je vais vous parler de mon coup de cœur. Et mon coup de cœur, à contre-cœur pour le coup, c'est pour les Aggies. Je n'ai pas trop eu l'occasion de regarder beaucoup de matchs de leur part. Là, du coup, je me suis dit, bon, on va avoir un duel dans
quelques semaines face à eux, ça pourrait être bien de commencer à les regarder de plus près. Et j'ai été agréablement surpris par le niveau de cette équipe. Donc Missouri, qui était quand même censé être une équipe correcte, en tout cas du college football, et qui, je pense, aurait pu donner un peu plus d'adversité dans ce match. Et donc, ils ont perdu 38-17. Ils sont toujours invaincus. C'est une des 3 équipes, il me semble, 3-4 équipes qui restent encore invaincues. Là, ils sont en 9-0. Pour parler d'abord offensivement, évidemment, on l'a déjà cité, pas mal de monde le cite, mais c'est leur QB Marcel Reed qui fait un match très très propre encore. Il a un peu moins couru que d'habitude, un peu plus passé. Là, il est à 20 sur 29 à la passe pour 220 yards, 2 TD et 0 interception. Et le second que j'ai envie de citer, qui m'impressionne également offensivement, c'est avec la blessure du coup de Levon Moss, il me semble leur running back titulaire. C'est Ruben Owens, 2 qui start du coup dans cette équipe et qui nous fait encore un très très bon match. Bon, après, on l'a toujours dit, ça aide. Texas A&M ont une très grosse O-line et une très grosse D-line, je vais en parler par la suite. Donc c'est sûr que ça aide. Là, il a couru plus de 100 yards encore une nouvelle fois pour 2 TD. Et donc du coup, pour parler défensivement, donc j'avais parlé déjà par rapport à Texas Tech, mais Texas A&M, je trouve qu'ils ont une énorme D-line aussi. C'est impressionnant la pression qu'ils arrivent à mettre tout le match. En connaissant, pour nous personnellement, aux Longhorns, les difficultés un peu qu'on a au niveau de notre line, je pense que ça va être assez compliqué. En sachant en plus que Manning, il met un peu de temps avant de lancer et de prendre des décisions. Ça va être un match un peu compliqué pour nous, mais en tout cas, j'ai été agréablement surpris par cette équipe. Je pense que ça va être un très gros prétendant en play-off. Je ne sais pas, peut-être toi, Rosu, si tu veux ajouter quelque chose au niveau de Texas A&M ou de ce match précisément. Moi, j'avais dit précédemment que j'aimais bien Texas A&M, justement. Mais effectivement, grosse équipe qui joue contre South Carolina ce week-end. Je pense qu'ils sont bons à peu près partout. Ils ont des super receveurs. Ils ont un super QB qui est pas ouf sur les longues passes, mais quand on rate pas mal, quoi. Mais bon, il a les receveurs qui compensent un peu. Et puis, de toute façon, leur jeu de course est vraiment top. Et puis, ils ont une défense, notamment une D-line qui est vraiment balèze aussi. Donc, Texas A&M, faut juste qu'ils fassent attention, à mon avis, à pas trop prendre la confiance pour les quelques matchs qui leur restent. Mais bon, d'après moi, ils peuvent tout gagner. Et ouais, ce sera une équipe intéressante en play-off. Marcel Reed, c'est dur quand même de le choper. Hein. Tu vas le choper 2-3 fois, mais il y a toujours des fois où il va réussir à s'échapper et à faire un truc. Et puis le jeu de course, pareil. Hein, tu l'as noté avec le fameux Owens là, qui s'est régalé face à Missouri. Mizzou qui était avec un quarterback freshman. Premier start, donc bon. Compliqué. Hein. Premier start contre Texas A&M, c'est pas un cadeau. Donc bon, je pense que Missouri c'était effectivement pas mal comme équipe, mais bon, Texas A&M c'était un peu trop dur de passer la marche. Donc ouais, peut-être Mizzou un peu limité, mais globalement, moi j'aime bien Texas A&M, et c'est charge à eux de sauver l'honneur un peu de la SEC parce que on parle, mais bon, il faudra quand même faire le taf, arriver en play-off. Tout à fait. Justement, petite question pour toi, Bertrand. Donc, à repréciser, donc South Carolina, Samford et Texas qui restent à Texas A&M. Est-ce que Texas A&M va rester invaincu ou pas cette saison? Alors, le cœur me dirait que non, parce que forcément, contre les Longhorns, en plus, c'est les Longhorns qui jouent à domicile. Mais clairement, dans le jeu, c'est compliqué et ça m'arrache vraiment de le dire. Je vois mal comment les Longhorns vont pouvoir aller chercher les Aggies cette année. Moi, j'ai peur de leur défense. Voilà, clairement, contre notre attaque, je pense qu'ils vont prendre clairement l'ascendant sur l'attaque des Longhorns, surtout de notre O-line qui a quand même montré des signes tout au long de l'année quand même très complexes, on va dire ça comme ça.
Notre défense peut peut-être nous sauver, mais ça va être un match tendu, c'est une rivalité. Bon, clairement, contre South Carolina, désolé Rosu, je pense que du coup, ça va faire un peu mal, hein, du coup, pour les Gamecocks. Mais voilà, le plus gros match reste contre Texas. Enfin, c'est le match le plus incertain reste contre Texas, et je suis même pas à 100% pour dire que c'est un match si incertain que ça, malheureusement. Donc, ils ont les moyens d'aller chercher. Ils sont très costauds cette année. Ça joue bien. Le coach, il prend les bonnes décisions. Mike Elko, il prend des bonnes décisions. C'est difficile à se dire que notre rival marche aussi bien cette année. Mais voilà. Après, il va falloir effectivement faire le taf contre des très grosses équipes en play-off. Ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'expérience des play-offs. Donc, c'est aussi quelque chose qui va jouer après pour la course, pour aller chercher le titre. Mais ils ont les moyens. Clairement, ils ont les moyens cette année d'aller faire quelque chose, quoi. Et comme l'a dit Rosu, j'exige un droit de réponse. Fallait s'en douter. Juste pour dire que malgré la condescendance de nos amis texans, South Carolina qui a finalement eu la bonne idée de virer son offensive coordinator, qui nous a tués, parce que franchement la défense toute seule elle tenait grave la route cette saison. Sellers qui a des stats dégueulasses, le running game absolument dégueulasse aussi. Donc changement de coordinateur à South Carolina, et c'est le coach des receveurs qui prend la place. Donc bye week pour South Carolina, nouvelle offense. Ça t'a fait. Donc ça veut dire que pour scouter et tout ça, ça va être un peu peut-être plus compliqué. La défense fait le taf. Donc bon, on va voir si c'est une formalité que ça pour nos amis de Texas. Je leur souhaite que ça soit pas une formalité. Je suis le premier supporter de South Carolina ce week-end. Je souhaite absolument que les Aggies perdent et qu'on puisse après leur ravir la finale de la ACC, qu'on puisse voilà. Hein, ça c'est clairement. Je suis d'ailleurs le supporter de toutes les équipes qui jouent contre Texas A&M la plupart du temps. Évidemment. Mais pour repréciser un peu ce qu'a dit Rosu par rapport à Texas A&M, justement, c'est une équipe qui est assez complète, en fait, qui fait rien de compliqué, mais qui fait des choses simples, mais qui les font bien. Tu vois qu'ils ont une bonne ligne offensive, ils ont un bon jeu de course. Grâce à leur bon jeu de course, en plus de Marcel Reed qui a des jambes de feu, ça lui permet de pouvoir retrouver des passes intermédiaires assez facilement. Derrière, en défense, ils ont une grosse défense, ils mettent une grosse pression. C'est une équipe qui est sérieuse et qui joue simplement. Alors, on va voir ce que ça va donner ensuite avec la pression, les playoffs, etc. Mais je pense que c'est une équipe qui peut être intéressante par la suite. Et on espère le premier faux pas la semaine prochaine. En tout cas, c'est pas face à Samford qu'ils vont perdre, je pense. Non, je pense pas. Mais bon. Du côté Texas, par contre, on aura un peu plus de réponses la prochaine week. On aura l'occasion d'en parler par la suite. Mais ils sont tellement irréguliers je pense qu'il y a une petite goutte qui va perler sur le front. Pas qu'une seule. Contre certains, on se pense pas. S'ils perdent en plus. Georgia, on peut en parler après. C'est costaud. Pour les c'est fini. C'est fini là après. Je pense. Ouais, quoique ça dépend. Si jamais ils perdent Georgia et qu'ils prennent Texas A&M. Ils perdent Georgia, ils prennent Arkansas, Texas A&M. Enfin, à voir. Il ne faut pas perdre les deux, quoi. Ou les trois. Bref, on va enchaîner. On aura l'occasion de reparler de un peu plus tard durant la preview. Il me semble que là, on était arrivé à Bertrand. C'est ton coup de cœur à toi, là. Le mien, je viens de le faire, là, Texas A&M. Ah oui, pardon. Ouais. Non, oui, alors, c'est ton coup de bambou. Mon coup de bambou, pardon, je ne suivais pas. Moi, mon coup de bambou, ça va être pour LSU, là, qui sont en perdition, les pauvres. C'est pas la première fois qu'on les marque. De connexion. Vous m'entendez? Moi, ça va. Oui, c'est bon. On est bon. Donc oui, je disais LSU, moi qui me... Ouais, c'est difficile. Il y a un gâchis immense de Nussmeier. Ah, on a perdu notre hôte. Ouais. Non, il est revenu. Je suis revenu. Petit bug de connexion. Donc voilà, je disais un immense gâchis de Nussmeier quand même qui en début de saison était annoncé comme le first pick l'année prochaine en NFL draft, et qui là va se retrouver undraft et qui va partir dans une troisième équipe de seconde zone de CFL, je sais pas trop où.
Il a du talent, hein, je trouve quand même, mais c'est vrai que l'attaque de LSU, c'est pas beau, ça fonctionne pas. Et puis on voit bien que là, niveau mentalement, ils y sont plus, ils ont lâché complètement. C'est triste. Franchement, c'est triste. Ouais, on les attendait. Enfin, moi, je les attendais personnellement assez haut. J'attendais Nussmeier comme une grosse révélation cette année, comme un des meilleurs QB. Il n'est pas aidé, hein, clairement, il n'est pas aidé. Là, au niveau mental, je pense qu'il est au fin fond de ce qu'il peut être. Il a été benché, on l'a dit tout à l'heure, pendant le match contre Bama, mais on parlera de Bama juste plus tard. C'est une saison à oublier, mais qui va laisser des dégâts, hein, du côté des Tigers. Je pense que ça va y avoir une transition qui va pas être simple à prendre. Il y a des décommits qui commencent à se mettre des jeunes joueurs là, un peu dans tous les sens. Ça me laisse dubitatif et puis ça me laisse un peu déçu de cette saison et notamment pour Nussmeier qui là est en train de gâcher un talent qui, je pense, était là, mais qui n'a pas été exploité correctement et qui du coup, on a déjà plusieurs fois dit que le mental était très très important dans les sports de haut niveau. Bah là, je pense qu'il l'a plus et que comme il n'est pas super bien encadré, le pauvre, il est en perdition, quoi. Vraiment en perdition, quoi. Encore un QB qui dégringole de niveau. Et on avait vaguement discuté, mais est-ce que c'est pas la saison de trop pour lui? Est-ce qu'il n'aurait pas dû aller se présenter l'année dernière? Il aurait peut-être eu plus de chances, je pense, d'être drafté plus haut que la saison qu'il est en train de faire. Après, au niveau des choix offensifs, je parle en tout cas personnellement dans ce match, il n'a pas trop été aidé. Hein. Parfois, des choix un peu d'appel de jeu un peu frauduleux quand même. C'est dommage en tout cas pour LSU qui avait quand même fait un bon début de saison et qui a dégringolé petit à petit. Je ne sais pas si Rosu, tu veux ajouter quelques mots sur LSU que tu as pu voir. C'est un match que j'ai regardé, LSU Alabama. Déjà sur LSU, le seul match où ils ont joué sur leur Titan Trades Green, là, ils nous avaient mis la misère avec South Carolina. Et et maintenant ils ne jouent plus avec lui alors que c'est franchement incompréhensible. Pour Nussmeier, je pense que l'année dernière, il aurait déjà été pick dans les premiers tours, vu ce qu'il y avait en face. Il a décidé de revenir, notamment, je pense, parce que le QB de Michigan, Underwood, finalement était parti donc à Michigan et du coup, LSU se retrouvait un peu le bec dans l'eau, donc il était resté un peu pour sauver pour la patrie, quoi. Et bon, mal lui en a pris, surtout que là, en plus, le bench, franchement, c'est dur. Après, Bertrand disait le mental. Moi, je trouve surtout que dans le foot américain, quarterback, ceci, cela, à l'arrivée, si tu n'as pas d'O-line, t'es mort. Donc, c'est clair. D'accord. Et comme par exemple Sellers aussi cette année pour nommer que lui, mais c'est un peu le même truc. Si tu as une O-line de ouf, tout de suite, tu as l'impression d'être arrivé, d'être un top QB. Et puis le jour où on te met une O-line en bois, finalement, il n'y a plus personne. Hein. Je vois par exemple même Bryce Young en NFL, qui était donc Iceman à Alabama, etc., derrière une O-line qui était surdominante. Là, c'est mieux justement cette année. Les premières années, c'était quand même. Il y avait une O-line de merde. Mais là, on voit justement que cette année, c'est un peu mieux parce qu'il y a une meilleure O-line. C'est un peu mieux. Il vient quand même de perdre contre les Saints. C'était relatif et il a été nul, Bryce Young d'ailleurs. Donc c'est juste pour dire que quand tu es derrière une grosse O-line, tout de suite tu as l'impression que tu as un bon QB, et puis derrière, quand tu es derrière une O-line un peu moyenne, et d'un coup ça fait moins le malin, quoi. Donc dur pour LSU, et puis franchement pas aidé. Hein, le match était encore à peu près jouable, hein, sur la fin. Alabama, ils sont bien partis, mais enfin ils mettent que 3 points en deuxième mi-temps. Et franchement, des false starts à tir larigot. Il y a un mec, je sais plus son nom, mais je crois que c'était le 57 ou un truc comme ça. Genre le mec, il fait 3 false starts dans le même drive. Je fais comment Donc dur pour LSU. Et puis c'est vrai que le coach intérimaire là, il n'avait pas l'air
il avait l'air d'être un peu perdu quand même, globalement. Ouais. Donc bon, mais Donc, c'est pareil, comme on l'a dit pour l'autre de Missouri qui se tape Texas A&M, se taper à Alabama, bon, il n'y a pas de honte non plus, quoi. 29, franchement, la défense de LSU, elle est costaud. Hein. La défense de LSU, elle est top. Mais ouais, à Alabama, bon, moi, Alabama, franchement, je les vois quand même super chauds. Hein. Donc ouais. Comme tu l'as dit, pour Alabama, en tout cas, c'était pas un match facile non plus, surtout pour leur attaque. Parce que je trouve que dans ce match, justement, LSU, ils ont quand même mis une très bonne pression sur le QB. Time Simpson, il était quand même un peu moins à l'aise que les précédents matchs. Et je trouve qu'ils ont extrêmement bien défendu contre la course. Justement, le frère de Weeks. Ouais, qui jouait pas un bon match. Ouais. D'ailleurs. Voilà. Et son frère, il a fait un très bon match, je trouve. Très propre au niveau des plaquages, très bon contre la course. Après, voilà, c'est les équipes qui sont au-dessus, ils finissent par prendre le dessus sur certains petits jeux par-ci par-là. En tout cas, j'ai trouvé à LSU, le problème, c'est qu'on voit que c'est le bordel, qu'il n'y a rien de structuré. Malgré ça, voilà, ils ont quand même essayé de montrer quelque chose. Et dans le début de match, je trouvais que c'était quand même. Ils tenaient quand même le coup. Après, malheureusement, ils ont craqué dans le 2 et le 3e. Mais en tout cas, Alabama, c'est très très fort. Hein. Par contre, c'est quand même que notre ami Simpson, Ty Simpson, QB d'Alabama, qui se fait encore fumble sur un sac. Ouais. Ça arrive quasiment à tous les matchs, donc il va falloir qu'il fasse un peu attention à ça. Mais dommage que sinon, au-delà de ça, il est bon. Hein. Ouais, franchement, je trouve qu'il a fait un très très bon match. Il a l'air très serein aussi. Il a marqué des points aussi pour la 6 présente à la draft l'année prochaine. Je pense que c'est pareil, il est en train de monter son draft stock, alors qu'on ne l'attendait pas forcément. Enfin, on était un peu dans l'expectative en début de saison, parce qu'on ne le connaissait pas plus que ça. Et là, il est en train vraiment de prendre un bel essor. Alors effectivement, il a des choses à corriger, notamment sa tenue de balle quand il prend des chocs. Mais il fait une saison solide quand même. Tout à fait, on est d'accord. Pour avancer rapidement, parce qu'on aura l'occasion de reparler d'Alabama par la suite, il me semble que c'est à mon tour. Oui. Et donc, du coup, au niveau de mon coup de bambou, c'est un coup de bambou que j'ai déjà dû faire pas mal de fois cette saison, mais je suis très déçu d'eux. C'est pour Florida. Les Gators qui ont perdu 38-7 face à Kentucky. Pour Kentucky, c'est leur première victoire à domicile face à une équipe de SEC. Donc évidemment, c'était une très belle victoire pour eux, qui ont été grandement aidés, j'ai envie de dire, par l'attaque des Gators. On en a parlé du coup juste avant de Nate Myers qui a été bench. DJ Lagway a également été bench à la mi-temps. En première mi-temps, il a quand même fait 3 interceptions. Il a été remplacé du coup par le freshman, je ne me souviens plus de son nom, c'est Tramel Jones Jr. Pour ajouter à ça, en première mi-temps, on a aussi donc KD Daniels, le running back, qui fait un fumble. Donc ça fait 4 pertes de balles en première mi-temps. Je pense que tu perds 4 balles comme ça en première mi-temps, c'est compliqué de gagner un match. Derrière, Florida qui est annoncé qui avait une très grosse D-line, une très bonne D-line normalement en ce début de saison. Le duo de running back de Kentucky, donc Dante Dowdell qui fait 104 yards à la course pour un TD, et Seth McGowan qui fait 92 yards à la course pour 2 TD. Alors est-ce qu'ils ont totalement lâché, qu'il n'y a plus aucune motivation? En tout cas, c'est très moche de la part de Florida. Des équipes comme ça qui n'ont plus rien à gagner, c'est quand même top de pouvoir finir en beauté et d'accrocher quelques victoires quand même. Très décevant en tout cas de leur part. Je ne sais pas s'il y a un de vous qui veut ajouter un petit mot sur Florida ou ce match en particulier. Vas-y Rosu, si tu veux. Moi je vais ajouter un petit mot surtout sur Kentucky. Ouais. Kentucky d'ailleurs. Je me suis fait foutre de moi en disant Kentucky. Qui est une équipe avec un jeune quarterback, etc. Mais grosse ambiance là-bas. On voit qu'il n'y a pas de petites équipes en SEC. Vraiment, ouais. Si tu fais n'importe quoi, tu passeras pas. On l'a vu aussi en passant avec Vanderbilt, qui a eu très très chaud face à Auburn.
Et voilà, on l'a vu également un peu avant, nos amis de Kentucky qui avaient poussé une certaine équipe Orange. en prolongation. Donc ouais, moi, c'est ça que je trouve bien, justement, c'est que il n'y a pas de match donné dans cette conférence et voilà, faut se sortir les doigts à chaque fois, sinon ça fait mal. Et voilà, pour DJ Lagoué, c'est vrai qu'il est début de match catastrophique. Bon, est-ce que c'est un bench sur ce match-là ou un bench total? Je pense pas que ce soit un bench total. C'est quand même un mec, malgré tout, qui a des qualités, qui fait ce qu'il peut dans une équipe qui est un peu dysfonctionnelle. Voilà, moi, pour l'instant, je lâche pas encore l'affaire DJ Lagoué. Puis il est très jeune, hein. Donc il a plus que le temps. Quand on voit, voilà, on attend de certains quarterbacks justement qui soient déjà Heisman et draftés et machin, alors qu'ils ont encore 2 ans d'éligibilité. C'est un peu n'importe quoi, hein, quand on voit certains quarterbacks comme voilà, Pavia ou même Tyler Shock qui a été drafté aux Saints, voilà, qui a déjà 26 ans, le mec. Les types, ils ont juste 20-21. Ils ont le droit de revenir et de faire une saison de plus en college football et de s'améliorer un petit peu, hein. Surtout que maintenant, en plus, ils doivent prendre un chèque qui est meilleur qu'un 2e ou 3e tour de draft. Donc, franchement, pour moi, voilà, autant il y a les cas de Nussmeier où on voit que ça peut être à double tranchant. Ou Drew Allard, voilà, par exemple, ça peut vraiment être à double tranchant. Mais voilà, pour ceux qui sont vraiment jeunes comme ça, je trouve que c'est trop tôt. Sophomore, Richard Sophomore, c'est trop tôt, à mon avis. Quand c'est junior, à la limite, si le junior, stock est bon pour la draft, ça peut se tenter parce qu'il y a le risque. Mais Sophomore, en plus, non, même si l'année prochaine, il a encore moyen, il aura encore une saison après pour refaire la pente. Donc, vraiment, je trouve que ce serait prématuré. Voilà. Ce sera un mauvais choix de sa part, hein, clairement, je pense, si jamais il se présente cette année. Un peu comme c'est le même exemple que Manning, hein, c'est des joueurs qui sont titulaires pour cette première saison, sauf au moins. C'est la même chose. Hein. C'est l'heure de même. Parce qu'en plus, on voit qu'ils ont des manques, quand même, certains trucs. Tu vois qu'ils ont des trucs exceptionnels. Ils sont pas encore finis. Ils sont pas finis, voilà. Et donc, si c'est pour être drafté 5e tour, faire du banc c'est inutile. En NFL, ça sert vraiment à rien, à mon avis. Donc, surtout que eux, voilà, même si l'année prochaine, ça se passait pas très bien ou qu'ils étaient blessés, ils ont encore une carte dans la main. Une année en plus, ouais. Donc, faut espérer qu'ils soient bien entourés et bien conseillés par les gens autour d'eux. Mais bon, je pense que ce genre de joueurs, ils doivent être bien conseillés. Ils doivent savoir comment se situer. Autant il y a quelques années, quand ils ne touchaient pas un rond et que ils avaient la possibilité dans la NFL, c'était compréhensible. Bon, maintenant, ils prennent quand même un beau chèque. Donc, surtout ceux dont on vient de parler. Donc, il n'y a pas de raison. Ça aide. Tout à fait, top. Merci bien pour cette première partie. On va avancer directement dans cette deuxième partie. J'ai pas fait mon coup de cœur, moi, et c'est un petit peu. Ah, tu as fait ton coup de cœur? On m'a zappé et je voulais mettre en avant l'équipe dont on n'a pas. Ah ouais, c'est pour ça en fait que je l'ai zappé. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Fais-nous ton coup de cœur. Et donc voilà, je voulais faire mon coup de cœur pour les USC Trojans. Et en particulier pour les receveurs. Makai Lemon et Jacoby Lane, que ça fait plusieurs fois que j'ai l'occasion de voir, et à chaque fois ils font des catchs exceptionnels, et franchement ils sauvent la maison des fois sur certains catchs, c'est assez fou. Dans ce match-là contre Northwestern, c'était un match de Big Ten un peu compliqué, sans plus, mais bon. Makai Lemon, par exemple, c'est 11 réceptions, 161 yards et un touchdown. Jacoby Lane, 7 réceptions, 74 yards, un touchdown. Mais c'est la qualité certaine des réceptions que j'aimerais mettre en avant. Et puis, il y a aussi le running back King Miller, donc une histoire assez sympa qui plaira à Bertrand, qui enchaîne les grosses performances aussi. Il fait 8,5 yards de moyenne là, sur ce match-là. Donc pas mal non plus. Et voilà, moi USC, je les aime bien dans ce Big Ten. Ils ont 2 défaites, malheureusement. Une défaite de rien du tout contre Illinois à Illinois. Bon. Et une défaite à Notre-Dame. Donc ça fait 2 défaites à l'extérieur. Pas des très grosses défaites, même si Notre-Dame, ils ont pris 34-24. Mais
Mais moi, je les sens bien dans ce Big Ten. Là. Je trouve que ça joue franchement pas mal. Et puis, il est bien le quarterback Jaden Mayava. Ouais. Donc, attention. Et ils ont des matchs intéressants pour finir. Ils reçoivent Iowa et ils vont à Oregon. Et 2 équipes, justement, qui se sont affrontées ce week-end. Voilà, moi, Oregon, pour moi, surcoté. Donc, j'attends que USC aille leur faire mal. Elle est pliée dans leur Hodzen Stadium, là, à Nike Land, pour aller chercher leur place en playoff. Et ils ont UCLA pour finir. Donc, 3 gros matchs. S'ils gagnent les 3, et ben, pour moi, ils auront plus que mérité leur place, malgré leurs deux défaites. Donc, voilà, c'est ce que j'attends d'eux, en tout cas. Tout à fait. Pour préciser, actuellement, ils sont 3e, il me semble, de Big Ten. Oui, c'est ça. Je pense que le match face à Oregon, il va nous montrer pas mal de choses. S'ils arrivent à le prendre, ils peuvent bien se placer justement dans la course pour accéder au playoff. Et ce serait cool pour eux, parce que comme tu l'as dit, c'est pas mauvais cette année. C'est une équipe que j'ai un peu moins eu l'occasion de regarder. Évidemment, malheureusement, on ne peut pas suivre. C'est vrai qu'en plus, ils jouent souvent tard aussi, parce qu'ils sont sur la côte. Ils jouent de l'autre côté. Californie, ouais. Donc, c'est souvent des matchs tard. Ouais. Malheureusement. Voilà. Désolé, en tout cas, j'avais zappé ton coup de cœur. On essaie de gérer un peu le timing. C'est le début de la censure. Voilà, exactement. Non, mais bon, attends. Pour l'instant, il ne dit pas trop de mal de Texas encore. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. Dans quelques minutes. C'est qu'une question de temps. C'est une question de temps. Dans quelques minutes, on va pouvoir en parler. J'ai déjà mis mes quelques pics pour la journée. Donc, ouais, ça va. C'est tout pour moi. On n'a pas besoin d'en rajouter. S'il y a un petit problème de micro que tu le fais muter, ce ne sera pas de ma faute. Hein, quand on parle de Texas Georgia. Non, vous n'attendez pas à un pronostic complètement fou. Pas de censure ici. Ah bah, tu non, même nous. Hein. Justement, avant de parler de ce match-là, on va commencer par le match qui est également très intéressant pour la course au playoff. Donc, c'est une équipe qui est classée juste devant Texas en plus, Notre-Dame. Notre-Dame qui va à Pittsburgh, donc en Pennsylvanie, pour affronter donc, cette équipe. Ils ont tous les deux le même bilan. Ils sont tous les deux en 7-2. Comme je le dis, Notre-Dame pour l'instant est 10e et Pittsburgh est tout juste 24e de ce top 25. Notre-Dame, c'est une saison un peu particulière parce que comme on l'a déjà précisé, ils ont 2 défaites. Donc c'était face à les 2 plus grosses équipes. Miami et Texas. Voilà. Ce sont les 2 plus grosses équipes qu'ils ont eu à affronter. Après, c'était les 2 premiers matchs de la saison. Ils ont quand même battu aussi, c'est vrai. Miami, Texas A&M, c'était les 2 premiers matchs de la saison. Donc on va dire que peut-être qu'ils n'étaient pas encore hyper préparés. En tout cas, je pense que ça va être un bel affrontement pour eux. Ils sont quand même largement favoris dans cette rencontre. On va voir ce que ça va donner. On va commencer du coup par toi, Bertrand. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre et de Notre-Dame dans la globalité? Je pense que c'est le match piège de Notre-Dame d'ici la fin de la saison. Pittsburgh, ils ont des ambitions là, d'aller chercher un petit peu... d'aller mettre un peu le souk. Enfin, ils sont premiers de la Atlantic Coast Conference, donc ils ont des choses à aller chercher. Ils ont un schedule de fin de saison qui est pas simple parce qu'ils jouent Notre-Dame, après ils jouent Georgia Tech, ils jouent Miami, donc c'est du costaud, mais ils peuvent aller titiller. Voilà, ils vont jouer leur va-tout. Hein. Je pense qu'ils ont, Pittsburgh, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Ils sont contents. Ils reviennent un peu sur le devant de la scène. Là, ça faisait quelques temps qu'on ne les avait pas vus, 1 ou 2 ans, qu'on ne les avait pas bien vus dans le top 25. Notre-Dame, par contre, une défaite et c'est vite compliqué pour la course au play-off. Une défaite de plus, hein, parce que là, 7-3, je pense que c'est merci, au revoir. Donc, la pression est clairement du côté de Notre-Dame. Bon, Notre-Dame, c'est costaud, hein, clairement. Mais les Panthers peuvent faire un truc sympathique, je pense. Ils vont jouer leur va-tout et on sait, hein, quand il y a des équipes comme ça, c'est aussi ça, je le répète souvent, mais la beauté du college football, c'est que parfois on a une équipe qui sort un peu de nulle part, qui n'est pas ultra favorite, et puis qui arrive un petit peu à aller poser des problèmes à des gros comme Notre-Dame. Voilà, clairement, toute la pression est sur les épaules de Notre-Dame. Les Panthers, je pense, vont jouer libérés. Attention, les Fighting Irish à pas rater la marche de l'escalier, quoi.
Tout à fait. Bon, là, on en a parlé toute la saison, mais le calendrier un peu frauduleux de Notre-Dame. Je pense que là, en plus, ils finissent avec, donc, du coup, après Pittsburgh, Syracuse et Stanford. Ça risque d'être le match le plus important de leur saison. Donc, comme tu l'as dit, je pense que si jamais ils perdent celui-là, pour moi, ce serait au revoir les playoffs. Oui. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Rosu, qu'est-ce que tu penses du coup de cette rencontre de Notre-Dame dans la globalité? Ouais, bah, c'est une rencontre qui accueillera le College Game Day, l'émission un peu mythique du samedi matin avant le début des matchs. Donc c'est sympa aussi pour Pete qui ne reçoit pas cette émission-là tous les jours. Donc ça va être bien. Et puis Pete, voilà, ils ont des qualités à faire valoir aussi, notamment leur QB Eli Holstein, qui est assez intéressant. Donc voilà, à voir. Effectivement, Notre-Dame, faut absolument qu'il confirme que les premiers matchs étaient un peu accidentels. Je rappelle quand même que les premiers matchs qu'ils ont perdu quand même d'un cheveu à chaque fois. Donc c'était pas non plus scandaleux. Mais enfin, comme c'est les seuls matchs à peu près costauds qu'ils avaient à jouer, c'est quand même dommage. Là, par contre, contre Pitt, s'ils perdent, c'est mort. C'est fini, je pense. Fini pour eux, voilà. Et puis Pitt, ils ont une ACC qui est un peu à chamboulé cette saison avec Clemson qui ne fait pas le taf, Miami qui a chuté aussi plusieurs fois. Comme disait Bertrand, ils ont tout à gagner, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Donc ils jouent à domicile en plus. Donc ouais, ça va être un match sympa. Top. Du coup, tu vois qui Notre-Dame le prendre quand même ou... Moi je ne vois plus rien. Ne mettez pas vos économies sur nos prédictions. Et Bertrand, toi, du coup, tu as une petite préférence quand même ou... Ah bah après, si c'était un choix du cœur, j'aimerais bien effectivement que ce soit les Panthers qui gagnent, parce que voilà, c'est pour la beauté du truc. Je pense quand même que Notre-Dame a tous les atouts pour éteindre assez rapidement quand même les Panthers, même à domicile. Mais voilà, il faut effectivement pas qu'ils les prennent de haut, qu'ils fassent un match sérieux comme ils ont l'habitude de faire, d'être costauds, et je pense que ça devrait bien se passer, et de laisser passer un peu l'orage aussi. Hein. C'est aussi un talent comme ça d'arriver à gérer un petit peu un momentum, parce que Pittsburgh, ils vont arriver gonflés à bloc sur le terrain, donc je pense qu'il va y avoir un premier quart-temps, même si c'est souvent de l'observation de Pittsburgh qui va mettre bien la pression, parce que ils sont à domicile, ils vont être portés, il y a le College Game Day, il y a tout ça, ils n'ont rien à perdre. Donc, s'ils arrivent à bien gérer ce momentum et à laisser passer l'orage sans laisser trop de plumes, je pense qu'après le reste du match, ça devrait bien se passer pour eux. Quoi. Tout à fait. Bon, je pense aussi qu'à mon avis, il y a plus un bon coaching staff qui vont, je pense, bien les préparer pour ce match. Ils savent l'importance de ce match du côté Notre-Dame. Je pense que ça reste d'être une victoire pour eux, même si effectivement, je préfère aussi les outsiders qui sont Pittsburgh dans cette rencontre. On va passer du coup à la seconde rencontre qu'on vous a sélectionnée pour la prochaine week. C'est un match aussi très intéressant et très important. C'est le match qui oppose du coup Alabama face à Oklahoma. Alabama qui sont actuellement quatrième, du coup on a déjà pu les évoquer rapidement. Et les Sooners, eux, qui sont 12e. Ce match-là a aussi une grande importance parce que Oklahoma, je pense que si jamais ils perdent celui-là, ça risque d'être compliqué pour eux, pour avancer. Alabama qui avait perdu, donc il me semble, leur premier match, je crois. Ouais. Match un peu surprise face à Florida State. Par la suite, derrière, ils ont été très très costauds. Ils ont quand même joué de très bonnes équipes. On connaît le calendrier en SEC. Alabama est à domicile. Alabama, pour moi, est grand favori dans ce match. Surtout que les Sooners montrent quelques difficultés dans les dernières rencontres. C'est pas très très beau à voir. Rosu, du coup, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre entre Alabama et Oklahoma? Ouais, un peu la rencontre un peu phare de la conférence cette semaine. Oklahoma, ouais, je pense que voilà, il faut qu'ils fassent l'exploit à Alabama pour vraiment avoir une chance. Mais voilà, même s'ils sont très costauds,
pour l'instant, je penche quand même en faveur d'Alabama, que je trouve vraiment bon cette année. Et je pense que voilà, il y a aussi un esprit d'équipe, quelque chose d'assez fort dans cette équipe d'Alabama. Dans un sens, ça leur a fait du bien de perdre leur premier match, j'ai l'impression, contre Florida State, parce que voilà, ça a un peu resserré les boulons, là où il fallait les resserrer. Et je pense pas qu'il laisse échapper ce match-là à Tuscaloosa en plus. Donc voilà, la marche me semblerait haute pour Oklahoma, mais par contre, s'ils arrivent à passer Oklahoma, ben là, ils sont complètement dans la conversation. Et toi, du coup, Bertrand? Je partage complètement l'avis de Rosu. Hein. Moi, pour la peine. Oui, puis en plus, les Sooners, hein, voilà, on essaye d'être objectif, mais voilà, très, très objectivement, je les vois mal aller les chercher à Tuscaloosa. C'est costaud, c'est solide. Bama, ils ont une défense. On l'a vu ce week-end, ils ont étouffé LSU. Leur défense est costaud, leur attaque est costaud. Le coach, malgré la première défaite, effectivement surprise, parce que je me souviens, c'était mon premier coup de bambou de la saison. Depuis, ça régale quand même. Hein, ça va gagner à Georgia, ça va gagner. Ça joue des gros matchs. Ça gagne contre Vanderbilt. Ça survit contre Missouri. Ça gagne contre Tennessee. Attention, on parle pas de petites équipes. Hein, toutes ces équipes-là sont classées. Je vois pas les Sooners. Alors, ils vont peut-être les chatouiller un petit peu, mais je suis un peu déçu de John Matir. Alors, il s'est fait opérer du doigt, de la main, sur la main qui lance en plus. Donc, je crois que c'est la main qui lance. Je sais plus trop si c'est celle qui lance ou pas. Ça. Donc, je suis un peu déçu un petit peu de cette attaque d'Oklahoma qui a très performé au début de saison et puis qui, dans les matchs un peu importants contre Texas, contre Ole Miss, ça s'est passé un peu à travers. Voilà, et puis clairement, les Sooners, là, s'ils perdent, je pense que merci, au revoir. Hein, effectivement, on n'en parlera plus. Ils iront faire un bowl un bowl sympathique sûrement pour eux, mais pas à la hauteur des ambitions qu'ils avaient cette année. Et puis par contre, effectivement, s'ils arrivent à aller battre Bama chez eux, il va falloir en causer très sérieusement parce que ça relance un petit peu la course au playoff pour la SEC. Et du coup, là, ils vont avoir à mettre ils vont avoir des cartes dans leurs mains qui vont leur dire attention, nous, on est là, nous oubliez pas, on a été battre des gros. C'est costaud, quoi. Après, très franchement, je pense que Bama va pouvoir maîtriser son jeu à domicile et puis dérouler assez tranquillement au peu de matchs que j'ai pu voir d'Oklahoma cette saison, et notamment contre Texas, où on s'attendait quand même à ce que les Sooners soient au-dessus du lot, et ils ont été complètement étouffés par notre défense. La défense de Bama et la défense de Texas, on est un peu sur les mêmes standards. Je vois mal l'attaque d'Oklahoma prendre le pas sur la défense de Bama, très clairement. Ouais, du coup, je voulais quand même rebondir un petit peu. Alabama, par exemple, que tu as dit qu'elle survit ici et là, tu n'as pas mentionné qu'ils avaient survécu dans les dernières 2 minutes un peu chanceusement contre South Carolina, alors que justement Oklahoma, elle nous avait carrément pilé, quoi. Il n'y avait pas eu de match pour le coup, c'était fait détruire de A jusqu'à Z. Donc voilà, et puis surtout que tu dis, le plus important, c'est que tu disais que Oklahoma, ça ne correspondait pas aux ambitions au début de l'année. Oklahoma, moi je trouve qu'ils ont déjà réussi leur saison, hein, parce que l'année dernière, ils étaient à la ramasse totale. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment pérenne comme solution, compte tenu que Mathir s'en va, etc. Peut-être pas, mais en tout cas, je trouve que cette année, par rapport au bordel que ça aurait pu être s'ils avaient refait une saison comme l'année dernière, pour moi, ils ont déjà sauvé la baraque. Parce que sinon, ça aurait pu être une arrivée en SEC et qui aurait été synonyme vraiment de plombage du programme, parce que tout le recrutement, etc., qui va derrière, si tu enchaînes les mauvaises saisons, c'est dur de remonter la pente. Et puis l'adversité, elle est quand même énorme en SEC. Donc je trouve que franchement, ils ont sauvé la maison cette année, même si ils font pas les playoffs d'où ils sont partis l'année dernière, c'est déjà pas mal.
On a perdu notre hôte, je pense. Oui, c'est ça. On le voit plus bouger. Donc, ça frise, j'ai l'impression. Bon, bah, alors, du coup, on va pouvoir continuer, peut-être, du coup. Sur le dernier match. C'est good. Ah, ça y est, pas terrible la connexion à Austin, quand même. Je m'attendais à mieux. Bon, désolé, j'ai pas entendu la fin de ce que tu as dit, mais j'étais totalement d'accord avec toi, en tout cas. C'est beau, la confiance. Par principe. Je sais pas si tu l'as précisé, mais quand même, au final, Oklahoma, donc, ce match-là est rendement important parce qu'en plus, derrière, il devait avoir Missouri et LSU. Au début de saison, ça devait être 2 matchs plus compliqués que prévu. On va dire c'est plus simple pour eux. Donc, si jamais ils arrivent à prendre Bama, plein de confiance et que derrière, ils jouent Missouri et LSU au niveau qu'ils ont actuellement, en sachant qu'en plus, Missouri, ils ont plus leur QB starter. Ça aurait été une bonne fin de saison pour eux. Donc, je pense que ce match-là va être bien plus important que prévu. Donc, pour avancer et pour conclure, donc sur nous avons retrouvé notre présentateur favori, parce que cette précision était d'importance et nous ne l'avions pas fait. C'est beau, la complémentarité. Justement, pour finir, c'est de pas être trop long sur cette dernière rencontre quand vous parlez. Rencontre aussi grandement importante pour cette course au playoff entre Texas et Georgia. Donc Texas qui sont revenus proches du top 10, j'ai envie de dire, parce que là, ils sont annoncés 11e. Et Georgia, toujours aussi costaud, ils sont actuellement 5e. Texas qui ne jouait pas lors de cette week, qui avait conclu avec un très très beau match face à Vanderbilt que j'ai eu la chance de voir en plus en direct. Pour le coup, le résultat final ne reflète pas du tout le match. Autant je trouve qu'ils ont été au-dessus du début à la fin. Quelques petits faits de jeu ont permis et peut-être un petit relâchement aussi Texas ont permis à Vanderbilt de revenir. En tout cas, j'ai vu un Pavia totalement inexistant. Je ne voyais pas du tout le joueur qui était annoncé. Ouais, c'est vrai qu'il avait été décevant, Pavia. Il a encore été décevant cette semaine contre Auburn. Ouais. Ça s'est pas très bien passé pour lui. J'ai encore un petit bug. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Si, c'est bon. Nice. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu plus bref avant que ma connexion me relâche une nouvelle fois. Donc comme on a pu l'évoquer, Texas, le problème, c'est que je pense que ça doit être une des équipes les plus irrégulières de la ligue, parce qu'à chaque rencontre, j'ai l'impression que je vois une autre équipe. Face à Oklahoma, je vois un match incroyable offensivement, défensivement. Le match d'après, je crois que c'était Kentucky, où c'était un match compliqué, terrible. Mississippi, c'était compliqué aussi. Derrière, ça joue Vanderbilt, et là, je les retrouve impressionnants, comme j'ai pu voir face à Oklahoma. Pendant 3/4 temps. Voilà, on va voir quoi face à Georgia. On ne sait pas. Voilà, c'est ça le problème. On est un peu dans l'inconnu. Et derrière Georgia, par contre, c'est tout l'opposé. C'est une équipe qui est régulière, qui est costaud chaque match, qui font leur match. Défensivement, c'est impressionnant. Offensivement, ils ont un trio avec Stockton, le QB, Branch, le wide receiver, et Frazier, le run. C'est une équipe qui est très complémentaire et très forte offensivement. Heureusement, on a une très bonne défense. Donc, à ce niveau-là, j'espère que ça va pouvoir nous sauver. Mais je pense que ça va être une rencontre, je l'espère, plus serrée que prévu. On va d'abord commencer par Ozu. Peux-tu nous parler de cette rencontre et qu'est-ce que tu vois dans ce match ? Non, tu ne veux pas avoir mon avis. Moi non plus, je crois. Là, pour faire bref, voilà, déplacement à Athènes en plus. Si tu étais le contraire, il y aurait peut-être eu quelques espoirs, mais je pense que ce match pourrait sonner le glas des ambitions texanes. Est-ce que tu penses du coup que s'ils perdent celui-là, mais qu'ils prennent les 2 prochains, c'est quand même mort pour eux ? J'espère que c'est mort pour eux. Après, quand les Texas regardent, c'est que... Compte tenu de, comme tu dis, il y a eu des beaux matchs contre Oklahoma et contre Vanderbilt, où effectivement, je confirme que c'était des gros matchs de Texas. Mais voilà, il y a eu beaucoup de matchs où c'était vraiment compliqué, moyen. Donc je pense pas qu'ils seront sauvés par même en cas de 9 victoires et 3 défaites, je pense que c'est mort. Et toi, du coup, Bertrand ? Sachant qu'en plus, tu as Texas A&M derrière.
Bah, c'est ça, ouais. Ouais. On est un peu dans le même profil que les Sooners, hein, c'est-à-dire que là, si comme les Sooners, s'ils battent Bama, on revient dans la conversation. Les Longhorns, s'ils battent Georgia, on revient dans la conversation. Mais effectivement, d'aller les chercher chez eux à Athènes, vu la qualité des matchs en dents de scie qu'on a pu voir sur le reste de la saison par rapport à l'efficacité des Bulldogs, de tout cœur, j'y crois, hein, mais comme je vais passer de mauvaises nuits samedi soir, hein, dès 1h du matin, je pense que à 1h30 du matin, je pense que il faudra pas trop me parler. Enfin, ça va dépendre du match, mais je pense que la demi-heure avant le match, la tension va bien monter. Et ouais, en tant que supporter passionné, tout ça, j'y crois. Si on me demandait la question tout à fait objectivement, j'ai du mal à voir les Longhorns aller chercher les Bulldogs chez eux à domicile, compte tenu des matchs qu'on a pu voir, notamment même si on gagne contre Kentucky. Enfin voilà, quand on voit des matchs comme ça qu'on fait à domicile, comment on pourrait croire quand on voit le match qu'on a été faire à Florida où on se fait quand même. C'est ça qui nous nique la saison, hein, c'est le match face à Florida. On se fait laminer. Puis voilà, l'ambiance à Athènes, on sait que aussi c'est pas facile, hein, on va pas jouer au fin fond de je sais pas où avec un petit public derrière. Là, il va y avoir un gros public, il va y avoir du bruit. Bon, même si Manning depuis Florida fait des stats assez propres, même s'il y a 2-3 choix qui sont pas terribles, il s'est quand même bien réveillé. On a aussi changé un petit peu le plan de jeu, hein, on arrête de lancer des balles à 75 yards en pensant qu'il va y avoir quelqu'un en dessous. Ouais, Georgia, c'est costaud. Hein. J'ai du mal à y croire, même en étant un fervent supporter des Longhorns, j'ai du mal à y croire. Après, il y a le niveau des receveurs aussi qui a step up un peu, je trouve, par rapport. Oui, un peu plus de solutions pour Manning. Il y a du monde qui a l'air d'être un peu plus précis et un peu meilleur dans ses choix quand même. Oui, on voit que le timing monte. Hein. Enfin voilà, c'est une équipe qui apprend à se connaître, notamment en attaque. C'est pareil, on voit la O-line, alors qui fait des matchs parfois, des cartons magnifiques, et puis après le carton d'après, comme Vanderbilt, ou le dernier carton, notre O-line, je sais pas, ils ont dû rester au vestiaire, ils sont partis, ils ont cru que c'était déjà fini. Enfin voilà. Sur le jeu de course aussi où ils ont beaucoup de mal, hein, quand même. Le problème, c'est que si on n'a pas un jeu de course qui fait mal, c'est compliqué après derrière de pouvoir développer. Après, est-ce que donc là c'est une question pour tous les deux. Est-ce que la physionomie du match face à Georgia peut compter dans justement la course au playoff, étant Texas? Étant donné que s'ils perdent de quelques points, un match serré et qu'ils montrent qu'ils ont un peu le niveau face à Georgia, pour vous, non, c'est dead. Ce sera mort, ouais. Puis il en va de la légitimité après du college football ranking. Enfin voilà, si on commence à mettre des équipes en playoff qui sont à 3 défaites, alors je veux bien, ça peut être des défaites de prestige, mais en l'occurrence, là pour Texas, on a quand même une défaite contre Florida qui est quand même pas de prestige, et je pense que c'est là où ça fait toute la différence, hein, clairement. Hein. Tu perds t'as 3 défaites où tu perds contre le premier, le deuxième, le troisième. Je dis encore pas que tu es encore dans la course en fonction de comment sont les défaites. Mais là, avec la défaite de Florida, même si on perd que 2 points à Georgia, c'est fini, quoi. Je pense qu'il faut plus espérer grand-chose. Je serais le premier surpris et franchement pas très content. Je pense qu'on pourrait être essuyé pas mal de pics de notre ami Rosu si on va quand même en play-off avec 3 défaites. Hein. Là, je pense qu'on va pouvoir se faire rhabiller. Ça dépendra de ce que font les autres aussi. Hein, mais, oui, c'est sûr. Mais ouais, je pense qu'il y a d'autres équipes à mettre en avant après qui seront pas à 3 défaites et qui méritent quand même plus avec des meilleures saisons. Mais aller jouer à Georgia, franchement, je mets personne favori contre Georgia. Non, Alabama l'a fait de 3 points, c'était déjà un exploit pour Alabama. Georgia, c'est vraiment costaud. Donc, moi, personnellement, je les trouve plus dangereux que Ohio State. Ah oui. C'est ce que je pense. On n'a pas trop moyen de comparer. Pas même calendrier. Après, on voit tu dis 3 défaites, c'est vrai que voilà, SEC, je ne sais pas combien d'équipes ils auront, mais tu as déjà Texas A&M Alabama et Georgia
qui sont au-dessus. Qui sont au-dessus, qui sont au-dessus, globalement. Après, tu as Olemis aussi, qui fait sa super saison. Qui fait sa saison aussi, qui mérite largement plus, surtout si on donc, perd contre. Donc ça fait déjà 4, tu vois, donc ça fait déjà. Texas, pour l'instant, ils sont 5e en SEC et je pense qu'ils vont rester là, à mon avis. Même s'ils arrivent à accrocher un des deux. Cela dit, tu vois, il y a eu tellement de surprises, de changements, etc. durant toute la saison que, au final, ça peut passer. Il peut y avoir il faut battre Texas A&M et puis battre Georgia si on veut être dans la discussion. Ouais. Pour le coup, si ça c'est fait, dans ce cas-là, il y aura quand même. Pour moi, si tu bats les deux, il n'y a plus de discussion. Ouais, oui. Si tu bats les deux, il n'y a plus de discussion. Surtout de toute façon, pour l'instant, Georgia et Texas A&M. Si on bat les deux, on va forcément en finale de la SEC. Donc forcément, c'est le spot quasi obligatoire pour la deuxième place en football, au college football playoff, clairement. Ouais. Tout à fait. Tu bats les deux concurrents qui sont derrière Obama, quoi. En gros, à peu près. Ok, top. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. On est plutôt bon au niveau timing pour une reprise après ces 2 semaines d'arrêt. Pour finaliser, du coup, donc il y avait en plus le match face à Arkansas qui est entre les deux. Donc attention à pas aller battre Georgia et derrière perdre à domicile face à Arkansas, parce que ça ferait mal au cul quand même. Sur ce dont on est tout à fait capable, soit dit entre nous. Exactement, au bout des matchs face à Kentucky, Mississippi, on ne sait jamais. Ce match-là, en plus, j'aurai la chance d'être au stade également. On va dire que tu nous portes chance. Ouais, donc, j'espère que je porterai chance pour ce match-là. Mais bon, d'abord, il faut battre celui ce week-end. Ça risque d'être compliqué. Merci à vous deux, en tout cas. C'était cool de se retrouver là pour discuter un peu du college football. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas une nouvelle fois à réagir sur nos réseaux si jamais ça vous plaît et si vous voulez qu'on évoque peut-être d'autres sujets, d'autres équipes, etc. On a toujours quelques podcasts de côté au vu des rivalités entre États qu'on aura l'occasion de pouvoir mettre en place durant la saison, qu'on aura un petit peu de temps à ce niveau-là. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne semaine pour vous et du coup à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut à tous. Ciao, ciao.